À la une ce soir, l'adoption de la loi de finances 2020 par l'Assemblée nationale. Les discussions ont été longues, les débats houleux, mais au finish, le budget a été adopté et les secteurs les plus dotés sont sans surprise, la défense et la sécurité. Un tableau sombre de la situation nationale dépeint par la coordination des organisations de la société civile. Incertitude, amateurisme, la COP charge le pouvoir en place. 4 années de gestion catastrophique, c'est ce que ces organisations retiennent du MPP et de ses alliés. La nouvelle est tombée en début de semaine. Jonathan Pitroapa met fin à sa carrière internationale. L'attaquant vedette des étalons à la CAN 2013 s'en va alors que l'équipe nationale de football a encore besoin de lui. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Près de 9 heures de temps de discussion, de questions-réponses, de débats, des chiffres, beaucoup de chiffres hier à l'Assemblée nationale. La séance plénière de ce 5 décembre était consacrée à l'adoption de la loi de finances 2020 et c'est un budget déficitaire qui a été adopté par les députés. 2233 milliards de francs CFA en termes de recettes. La santé, l'éducation et la sécurité ont été priorisées et la masse salariale a encore augmenté. Kwame Hervé-Dapa. Donc, l'Assemblée nationale a adopté. 0 contre 39 abstentions, 87 pour. La loi des finances exercice 2020 est adoptée ce 5 décembre par les 126 députés votants. C'est un budget de recettes estimé à plus de 2233 milliards de francs CFA et de dépenses évaluées à plus de 2518 milliards de francs CFA. Un budget donc déficitaire d'environ 3%. Autre caractéristique de ce budget, l'impact des secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Vous savez que nous sommes dans une situation de fort défi sécuritaire. Donc les tendances lourdes de ce budget, c'est d'abord comment prendre en charge le volet sécuritaire. Mais nous ne pouvons pas aussi négliger les autres secteurs. Et vous remarquez que dans ce budget, les secteurs liés au développement du capital humain, nous particulièrement l'éducation, aussi occupent une place prépondérante dans le cadre donc, de ce budget. Vous avez à peu près 30% de ce budget qui est affecté aux dépenses liées naturellement au renforcement de l'éducation, formation professionnelle, ainsi de suite. Mais le budget 2020 ne règle pas l'un des problèmes persistants et très inquiétants de l'économie burkinabé. Le poids des dépenses de personnel, près de 900 milliards de francs CFA, portant les dépenses courantes à plus de 1600 milliards de francs CFA, soit 65% du budget. Force est de constater que le niveau des dépenses courantes croît de plus en plus, croît plus vite que celui des recettes propres, du fait de l'incidence financière des engagements que le gouvernement a signés ces dernières années avec les partenaires sociaux dans le cadre des différentes revendications sociales. Au cours des débats de cette séance plénière, plusieurs sujets brûlants ont retenu l'attention, notamment la situation des taxes sur les billets d'avion, l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties avec en toile de fond, l'épineuse question du cadastre fiscal et les restes à recouvrer. Beaucoup de discussions hier à l'hémicycle, vous l'avez vu, et la question des restes à recouvrer a fait l'objet de débats intenses. Ceux qui doivent à l'État et qui ne payent pas ont du souci à se faire. Bala Sakandé veut que les plus de 200 milliards de francs CFA de l'État qui dorment dehors rentrent tout simplement. Et le président de l'Assemblée nationale ne fait pas dans la rigolade. Kwame Hervé-Dapa a recueilli sur place sa réaction à ce sujet. La partie visible. Ce qui reste à recouvrer, c'est beaucoup. Et donc ces gens-là, on les connaît. Ils sont connus, ils sont au Ouaga. On sait ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Et quand c'est le petit boutiquier du quartier, on va en mettre une peinture rouge, on dit fermez pour l'impôt. Et le jour où ils tournent, on ne ferme pas pour eux. C'est pas normal. Il n'y a pas de type de Burkinabé, on est tous des Burkinabés. Donc il n'y en a pas qui ont plus de devoirs ou plus de droits que l'autre. Cette question-là, monsieur le ministre, nous vous demandons. Nous allons appuyer avec une correspondance. Nous
vous demandons de pouvoir disponibiliser cette liste-là de ceux qui doivent à l'État au niveau de l'Assemblée nationale dans un délai d'1 mois. Si vous ne pouvez pas, nous allons engager des procédures pour que ceux-ci la payent. Si les députés étaient à leur énième vote de la loi de finances, ce n'était pas le cas pour Lassana Kaboré. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement faisait son baptême de feu. Dans quelle disposition d'esprit était-il? Élément de réponse avec Kwame Hervé Dapa. Qui doit normalement accepter l'augmentation et le... Passage d'examen réussi pour Lassana Kaboré. Le ministre de l'Économie et des Finances a réussi à faire adopter le budget de l'État 2020 au terme d'une séance marathon de plus de 8 heures de temps. Il est presque 10 heures ce matin du 5 décembre quand l'argentier du gouvernement arrive à l'Assemblée nationale pour son tout premier examen de loi des finances en tant que ministre. Sans s'accommoder des protocoles, il s'assoit au premier rang et essaye de décompresser avec ses téléphones portables. La séance débute bientôt, les députés arrivent un à un, poignée de main avec certains d'entre eux. Plus tard, il est rejoint par Edith Clémence Yaka, la ministre déléguée chargée du budget, et le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandinou, et plusieurs de ses collaborateurs venus en très grand nombre. Alassane Bala Sakandé fait son entrée, essaye de détendre l'atmosphère, puis ouvre la séance. Les choses sérieuses commencent avec l'appel des députés. Lassana Kaboré range ses dossiers et son visage devient grave. Le rapporteur de l'Assemblée nationale est le premier à venir au micro. Il lit le rapport de la Commission des finances pendant de très nombreuses minutes. Un document de plus de 100 pages fait de tableaux, de chiffres et de pourcentages. Les collaborateurs du ministre sont concentrés pendant cette phase. Puis, après les déclarations des commissions saisies pour avis, le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement est appelé au micro. Il donne les caractéristiques de son budget et demande les voix des députés. Ensuite vient l'étape des questions, celle des députés. Beaucoup de questions et d'interpellations. Les collaborateurs de Lassana Kaboré prennent note. Lui aussi, très studieux, écrit. Après cette phase, il est plus de 13h15. Le président de l'Assemblée nationale décide d'une pause, le temps pour le ministre et son équipe de préparer les réponses. Au retour, à 14h30, Lassana Kaboré est plongé dans ses papiers, relisant les réponses qui y sont écrites. Il revient devant les députés pour répondre à leurs questions. A-t-il convaincu? La phase des consignes de vote va le dire. Chaque groupe parlementaire passe et parle à ses députés. UPC, abstention. PJRM, abstention. Renouveau démocratique, pas de consignes. CDP, abstention. Burkinli, oui. MPP, vote oui. Le président de l'Assemblée nationale lance les votes, article après article, titre après titre, section après section. À main levée, les députés votent. Il est 18h30 passées quand la loi est enfin adoptée. Sakandé lève la séance. Après 8 heures de réunion, le ministre et ses collaborateurs sortent visiblement soulagés. Mon véritable premier exercice avec eux, puisqu'après le DPBEP, c'est mon premier budget et j'ai d'abord trouvé l'ambiance très cordiale et je voulais saisir l'occasion pour féliciter l'ensemble des élus, les députés, pour vraiment les suggestions et l'ambiance et les observations surtout pertinentes qu'ils ont eu à faire sur ce budget 2020. Rendez-vous peut-être dans quelques mois, sans doute, pour des séances de ratification de la loi, car derrière, les organisations poussent et poussent encore. Il y a les débiteurs de l'État, mais il y a aussi ceux à qui l'État fait des faveurs en matière fiscale. Exonération, allègements fiscaux, des entreprises étrangères pour la plupart en bénéficient dans le cadre de la politique gouvernementale visant à attirer les investissements directs étrangers. 48 milliards de francs CFA d'allègements fiscaux de 2016 à 2018. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette politique qui pourrait être source d'inégalité sociale. Des précisions avec Roméo Krita. La majeure partie des allègements fiscaux au Burkina Faso sont principalement constitués de droits de douane, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA à l'importation. De 2016 à 2018, ces exonérations fiscales se chiffrent en moyenne
à 82 milliards de francs CFA. Les grands bénéficiaires sont les sociétés minières et de cimenterie. Cette mesure dérogatoire du gouvernement vise entre autres à encourager les investissements directs étrangers. Toutefois, les objectifs des dépenses fiscales peuvent conduire à accroître les inégalités sociales si les retombées de ces subventions fiscales ne sont pas ressenties par les ménages. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques dans son rapport 2019. On est passé d'une cimenterie à 5, voilà, parce que il y avait Diamond Cement seulement. Aujourd'hui, on en a 5. Mais est-ce que le coût du sac de ciment est accessible aujourd'hui aux citoyens moyens? C'est pas très évident. Donc, le droit au logement est toujours, j'allais dire, un droit qui est en cours de réalisation, mais qu'on n'arrive pas à réaliser, effectivement. Alors que normalement, ces dépenses fiscales devaient permettre que ça se ressente au niveau de la population. Une situation qui pourrait faire penser aux citoyens lambda que l'État offre des largesses à certaines grandes entreprises. On devait accorder plus d'avantages aux ménages qu'à ces entreprises. Parce que ces entreprises ont déjà de gros chiffres d'affaires. Ces entreprises emploient du personnel qui a quand même un certain niveau de revenus. Ça veut dire que ces entreprises ont même les reins solides et peuvent se passer des avantages fiscaux qu'on leur accorde. Le rapport révèle qu'il y a une certaine opacité sur les données relatives aux dépenses fiscales. La CERA invite alors l'État à rendre disponibles ces informations pour permettre à la société civile de mieux exercer sa mission de veille. En ce qui concerne l'optimisation des dépenses fiscales, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques invite le gouvernement à lier les allègements fiscaux aux objectifs de départ pour permettre de faire aisément le lien entre les exonérations fiscales et les résultats sur le terrain. Pas de cadeau pour le pouvoir en place. La coordination des organisations de la société civile dénonce de façon vigoureuse la gestion du pouvoir par le MPP et ses alliés. 4 années d'incertitude, d'amateurisme, de désastres socio-économiques, politiques et sécuritaires. Marcel Tankwano et Pascal Zaïda, figure de proue de la COP, n'y sont pas allés de main morte ce matin en conférence de presse. Archimède Boy. Pascal Zaïda du cadre d'expression démocratique et Marcel Tankwano du M21 assis côte à côte pour une conférence de presse. Ils se disent préoccupés par la situation sécuritaire du pays. Sur le front sécuritaire, en 4 ans, point d'assurance au regard de l'attitude paranoïaque du gouvernement qui, au lieu de voir la fragilité du système de renseignement et le sous-équipement des troupes, tend à livrer et à faire livrer nos braves FDS à du moment programmé. Toujours pas leur impuissance face aux attaques terroristes récurrentes, de pouvoir tant pitoyablement et de façon éhontée d'accuser certains citoyens. Celui-ci suffisamment rien à finir de convaincre le peuple qu'en réalité, le MPP et ses alliés sont en manque criard de solutions pour épargner notre pays de l'hydre terroriste. Sinon, comment un gouvernement qu'on dit être formé d'expérimenté peut ne pas maîtriser des données sécuritaires vitales pour notre pays? Pascal Zaïda estime qu'au lieu de trouver des solutions à l'hydre terroriste, certains leaders du parti au pouvoir versent dans des accusations gratuites. Quant à Marcel Tankwano, il fustige le recrutement annoncé de volontaires dans l'armée par le président du Faso. Je ne sais pas si vous avez entendu que l'armée est de faire la défense pour dire. En tout cas, il faut attendre. Au niveau du gouvernement, il n'y a rien d'abord. Ils sont en train d'élaborer les documents. Est-ce qu'il fallait sortir d'abord, annoncer cela? Alors même qu'au sein du gouvernement, au plus haut sommet de l'État, il n'y avait rien. Mais comment on peut diriger un pays comme ça? Vous avez même des militaires entiers, des policiers entiers, vous avez même des militaires retraités. Ailleurs en France, on les appelle des réservistes ou d'autres. Et vous appelez la jeunesse comme ça, qui doit aller sur le terrain de théâtre. Pour faire quoi? Le 16 décembre prochain, le président français Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État du G5 Sahel. Le président du Faso y sera. Pour le premier responsable du M21, au-delà des débats anti-impérialistes, c'est le contenu de cette rencontre qui importe. Quand les gens appellent dans les radios, beaucoup disent « Si moi j'étais à sa je ne pars pas, je ne pars pas ». Comment il ne peut pas partir? Il faut qu'il parte.
Parce que c'est lui qui est jusque-là le président du G5 Sahel. Il faut qu'il y aille. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'ils vont dire, bon, on n'est plus d'accord, les Français et autres, tout, partent chez vous? Les conférenciers du jour invitent par ailleurs le pouvoir MPP à travailler, à réconcilier, rassurer les Burkinabés afin de susciter une meilleure collaboration de tous les citoyens dans la lutte contre le terrorisme. La politique du gouvernement en matière de développement donne une place de choix à l'éducation. Un vaste programme d'alphabétisation en direction des adolescents et des adultes a été lancé ce matin à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de l'alphabétisation. En toile de fond, la promotion des langues nationales. Archimède Boy. Des ouvrages en Goumatiema, en Dagara et en Morée, exposés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Les autorités en charge de l'éducation nationale veulent promouvoir les langues nationales. Il faut savoir que nous avons près d'une soixantaine de langues nationales et il faut dire qu'au niveau de notre constitution, si la langue officielle est le français, nous avons aussi mis dans la constitution que nous devons promouvoir et voir comment nous allons décrire en tout cas les modalités d'officialisation aussi de la langue nationale. Ça veut dire que ce n'est pas fermé, que demain, un jour, nos langues nationales aussi aillent vers une certaine officialisation pour leur donner plus de valeur parce que l'officialisation pour nous, ça va permettre qu'on puisse les utiliser dans le système éducatif, mais surtout dans l'administration, dans un certain nombre de secteurs, comme la justice par exemple, où nous allons permettre aussi d'utiliser ces langues nationales. L'utilisation des langues nationales dans la politique d'alphabétisation comporte plusieurs défis à relever et le ministère en charge de l'éducation en est conscient. Alors, la promotion des langues passe par la description des différentes langues. Et ça, c'est un chantier, ça, c'est un défi qu'il va falloir relever. Travailler à décrire la plupart des langues et les utiliser dans l'alphabétisation. L'autre aspect, c'est d'adopter la politique nationale linguistique. Alors cette politique est en élaboration et il va falloir l'adopter pour consacrer l'utilisation des différentes langues dans toutes les sphères de la vie pratique, notamment dans l'administration, dans l'éducation, dans le commerce, au niveau de la justice, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes à un taux d'alphabétisation de 34,5%. Et si nous voulons atteindre un décollage économique, un développement, il va falloir travailler à atteindre un taux d'au moins 40% d'alphabétisation. Les communes de Léo, Fadangouma, Titao, Madouba et Kourignon sont celles qui possèdent des centres d'éducation de base non formels encore fonctionnels. Elles reçoivent à cet effet des chèques de 500 000 francs CFA pour aider au fonctionnement de ces centres. Une visite des stands d'exposition a mis fin à cette cérémonie officielle de commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation. La direction de la ville qui abrite les festivités du 11 décembre 2019 à quelques 5 jours de l'événement. Impossible de se trouver une chambre d'hôtel à Tinkodogo. Tous les établissements hôteliers sont débordés. Constat sur place avec Abdou Razak Traoré. À l'hôtel Djamou, le gérant du jour ne sait où donner de la tête. Trop de demandes, trop de réservations. Le guichet est d'ailleurs fermé depuis des jours, mais la clientèle, elle, ne cesse d'affluer. Ce groupe a réservé des chambres depuis début octobre 2019. Mais visiblement, à l'arrivée, les chambres sont toutes occupées. Il faut s'expliquer, il faut trouver d'autres chambres. Alors, bonjour, les va-et-vient à n'en plus finir pour le gérant. Allô? Ça va? Descends une, descends deux là-haut. C'est ça que j'ai reçu hier. Je mets 7 heures. Il part quand? Il part quand? C'est les femmes qu'on avait réservées pour Sodigal. C'est les femmes qu'on avait réservées pour Sodigal. Sodigal est là, alors que tu as levé les gens là-bas. Ils sont toujours là. Une situation inconfortable qui ne nous a pas épargné.
Au départ, nous voulions passer une semaine, mais l'hôtel ne pouvait octroyer que 3 jours. Même ces 3 jours n'ont pas été effectifs. Dans un premier temps, nous sommes priés de laisser notre chambre au profit d'un client qui aurait réservé bien avant nous. Même dans la nouvelle piole qui nous accueille, les 3 nuitées ne seront pas remplies. Là également, nous avons été invités avec politesse à trouver un autre logement après 2 nuitées passées dans cet hôtel. Il y a toujours des demandes, mais on ne peut plus satisfaire la clientèle. On travaille sous pression ces 2 jours-là. On est débordé depuis un certain temps avec l'arrivée des éléments pour le 11 décembre. Les travailleurs, chaque fois il y a des manifestations, donc du coup, tous les jours, on ne manque pas de clients. Des conditions corsées certes, mais le gérant rassure, toutes les réservations seront respectées scrupuleusement. Un peu plus loin de Djamou Hotel, il y a l'hôtel Tieba. Le standing montre déjà que la clientèle est d'une certaine classe. La nuitée est facturée entre 30 000 et 105 000 francs CFA. Malgré cette bourse, la 80aine de chambres a été entièrement réservée et même déjà payée depuis des jours. Presque 2 semaines. Et puis non, presque 2 semaines. Ils ont déjà confirmé. Donc, ils ont déjà même payé la totalité de leur réservation avant même le jour J. Pour que le jour J, il ne faut pas que non, j'ai réservé, je ne pourrais pas venir là. On a pris des mesures pour que si tu réserves net, tu dois payer la réservation, tu dois payer la chambre. Tout est donc fin prêt ici. L'infrastructure hôtelière n'attend que ses clients. Un dispositif spécial est même en ligne de mire. On a augmenté le nombre de personnels. Ce sont des personnels qualifiés qui savent ce qu'ils doivent faire au moment opportun. Donc ça fait que ça aussi c'est un point important pour tout l'hôtel. Donc c'est ça qu'on nous a mis en place. Et puis on a mis toutes les dispositions, là, tous les techniciens sont là sur place pour veiller à ce que tout se déroule bien. Hôtel, auberge, centre d'hébergement, tous vivent presque la même réalité à quelques jours de la célébration du 59e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Cet embouteillage a même occasionné la création d'agences de sous-traitance, des équipes actives en ligne et au téléphone pour sous-traiter avec les hôtels moyennant bien sûr des frais supplémentaires. Naturellement, les prix reviennent plus chers qu'avant cette période. Retour à Ouagadougou où l'immobilier était en fête. IMO 72, où les 72 heures de l'immobilier, c'était du 3 au 5 décembre dernier. Cadre de sensibilisation des populations à un recours systématique aux professionnels pour l'acquisition d'un bien immobilier. Ce salon a vu également le couronnement des meilleures entreprises immobilières. Abdoul Service International, par exemple, s'est vu décerner 3 prix. Abdoulaziz Saré. C'est la fin de 3 jours d'exposition et de rencontres d'échanges qui auront permis de faciliter l'accès des populations aux biens immobiliers. La première édition des 72 heures de l'immobilier a tenu toutes ses promesses selon son promoteur. L'objectif de ce salon qui était de permettre aux visiteurs de mieux connaître les entreprises crédibles est atteint. Oui, l'objectif est atteint parce que d'abord c'était de créer l'événement, ce qui est fait. Maintenant nous allons nous battre pour en faire réellement ce que nous voulons parce que nous n'avons pas pu si vous voulez avoir tout ce qu'on... nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Voilà, mais déjà, l'événement est créé, donc ça c'était le principal. Et après, je pense que nous allons travailler. Une vingtaine de sociétés ont pris part à ce rendez-vous de l'immobilier. Certains d'entre eux ont vu leurs efforts récompensés. Après le prix du meilleur promoteur immobilier de la sous-région remporté en Côte d'Ivoire et celui de l'entrepreneur immobilier de l'Afrique obtenu en France, Abdoul Service International remporte au cours de cette soirée le prix de la meilleure stratégie commerciale et marketing. Il s'empare également du prix du meilleur manager et celui du super promoteur immobilier du Burkina. Alors, je dirais une très grande satisfaction. Déjà, on voulait déjà
Je tenais à féliciter donc le promoteur, M. Sidibé, d'avoir pensé à cette superbe idée de IMO 72 pour récompenser donc, pour d'abord faire connaître un peu l'immobilier au Burkina Faso et par la suite donc récompenser les différents promoteurs immobiliers. Donc je dirais qu'avec ces 3 prix, la société Abdoul Service International est très satisfait. Donc voilà. Les groupes 2A et Wallouk gagnent chacun le prix de la meilleure entreprise de promotion de matériaux et équipements innovants. Le trophée de la meilleure entreprise d'expertise foncière est quant à lui enlevé par Génie Foncier. La société Socide se tire avec le prix de la meilleure entreprise d'expertise immobilière. Et enfin, le prix de la meilleure entreprise de promotion immobilière revient à 2 entreprises, IMAS et SCPI. Jonathan Pitroapa n'aura pas attendu d'être poussé vers la sortie. Pete, comme on l'appelle affectueusement, a décidé de mettre fin à sa carrière en équipe nationale. Une nouvelle qui tombe après seulement 2 journées dans les éliminatoires de la CAN 2021. Un beau parcours pour le sociétaire de Paris FC qui nous invite à revenir sur sa brillante carrière chez les étalons. Bessogré, John William Somda. La nouvelle est tombée telle une bombe le 2 décembre dernier. Après une réflexion longuement mûrie, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale. Certes, la décision fut très difficile à prendre, mais il est temps pour moi d'écrire une autre page de ma vie. Ces 13 années passées en équipe nationale ont été immenses en émotions et surtout une expérience de vie incroyable. À 33 ans et après 71 sélections et 18 buts, Jonathan Pitroapa décide de mettre un terme à sa carrière internationale longue de 13 années sous les couleurs des étalons. 13 années au sein de l'équipe nationale avec de bons et de moins bons moments. Pourtant, avant d'entamer cette magnifique carrière internationale, Jonathan Pitroapa a débuté dans les rues comme tous les gamins de son âge, mais en se signalant dès ses premiers pas. Pitroapa, à l'âge de 7 ans, en ce moment, il revenait de Gawa pour, avec toute sa famille qu'on les avait affectés. Il faisait CPD à l'école Pèlerin. Voilà, quand j'ai récupéré le petit, j'ai vu que c'est un petit qui est né avec son talent. Quand il jouait, il avait toutes les qualités. Il avait une vitesse très excellente. Voilà, et pétri beaucoup de talent. Donc moi, dans le groupe, j'étais très content d'avoir réellement un génie. Je peux dire un génie à l'âge de 7 ans qui arrive à faire des merveilles. S'il impressionne Sampo, il ne laisse point indifférent tous les amoureux du football des quartiers Zangwetien, Tiet Palgo, Peloguin et Samandin. Pitroapa, c'est un garçon que j'ai connu peut-être bien avant même qu'il n'arrive au centre. Voilà, je l'ai connu avec le coach Sampo Amadou depuis le quartier Zangwetien. Il y a un jour, je suis allé à l'école Sud pour voir Canon du Sud contre Santos. Voilà, et c'est ce jour-là que je l'ai connu. Ce jour, à lui seul, il a fait gagner le Santos. Il a fait gagner le Santos 5-2. Et moi, j'ai demandé à coach après, il dit ça, c'est quel petit qui a du talent comme ça. Il m'a donné son nom qui s'appelait Jonathan Pitroapa. Après Planète Champion, Pete, comme l'appellent ses intimes, atterrit à Fribourg en Allemagne, avant de retrouver les étalons un après-midi de septembre 2006 en Tanzanie. Les étalons perdent ce match loin de leur base. Pitroapa est obligé d'attendre octobre de la même année face au Sénégal pour faire l'étalage de son talent. Les étalons l'emportent 1-0 face aux Lions de la Teranga. 13 ans plus tard, personne n'a oublié ce match. Et je l'ai vu évoluer au quartier Zangwetien à Planète Champion. Et je me rappelle bien quand son intégration à l'équipe nationale. Je crois que c'était en 2006. En 2006, en ce moment, moi, j'avais fait mes interventions. Je n'ai pas été convoqué à l'équipe nationale. Mais j'ai suivi le match de près. Et si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est lui qui a donné la victoire même aux étalons, puisqu'il a provoqué le pénalty et Nassis et Nyambwego l'a concrétisé. Après cette rencontre, Jonathan Pitroapa régale à chacune de ses apparitions sur le maillot national. Face aux grandes nations comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou l'Algérie, ou face aux moyennes comme le Togo ou l'Éthiopie, le talent de Pitroapa est éblouissant. Pourtant, contre toute attente, dans la journée du 2 décembre, le fétiche des étalons décide de prendre sa retraite internationale. Une décision qui a surpris plus d'un. Et moi, j'ai cueilli cette nouvelle en étant un peu loin parce que, bon, comme j'étais du côté de Tunis, voilà, on n'a pas eu le temps réellement d'échanger là-dessus. Et moi, personnellement, c'est un enfant très intelligent. Voilà, je disais quand je l'avais pris, c'est un enfant qui était parmi les 3 premiers à l'école. Voilà, et qui ne parle pas assez et qui est décisif. Dès qu'il arrive à prendre sa décision, il est ferme. Mais je pense que je dois respecter la décision.
Voilà, la décision elle est ferme et je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, donc je connais le petit aussi, dès qu'il arrive réellement à prendre une décision, c'est qu'il ne peut plus. Au moment où le débat fait rage sur la place des anciens au sein de la sélection, Jonathan Pitropa vient certainement de réussir son plus beau dribble, prendre de revers tout le peuple burkinabé. Plus que les 18 buts inscrits par l'ancien soutien du Santos, l'annonce de sa retraite et le timing choisi s'apparentent à la feinte du siècle pour l'un des meilleurs, s'il n'est le meilleur footballeur burkinabé de tous les temps. La pluie abondante et bienfaisante fait parfois courber la tête des fleurs, leur arrache des pétales, mais le retour du soleil efface les blessures. Le soleil réapparaît toujours, quelle que soit la durée de l'orage. Ne perdez jamais espoir. À demain.